Formidable voie d'échange, la Gironde offrait un accès direct dans les terres soumis aux incursions militaires. Cet axe stratégique, dont la défense était prioritaire en temps de guerre, était aussi convoité en temps de paix, pour les revenus qu'assuraient les taxes sur le trafic fluvial. Le promontoire de Blaye a été fortifié depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, la forteresse seigneuriale, située au sommet de l'éperon rocheux, exerçait son contrôle sur la route de Saintes et sur l'estuaire. Elle assurait également la protection de la ville haute et de ses faubourgs, situés au pied des murailles en contrebas. Dès le XIe siècle, plusieurs villages fortifiés de type castrum sont attestés en aval sur la rive droite de la Gironde, sur les promontoires rocheux de Mortagne, Talmont, Didonne et Royan. Dans le même temps, la forteresse de Lamarque, établie par le duc d'Aquitaine en bordure des marais de l'autre rive, contrôlait la circulation sur la principale voie terrestre en Médoc. Le donjon et le logis actuel datent de la seconde moitié du XIVe siècle, durant la guerre de Cent Ans. À cette époque, la forteresse de Blaye, précédemment tenue par des seigneurs locaux, était passée sous le contrôle direct des Plantagenets, rois d'Angleterre et ducs d'Aquitaine. Pour reprendre la main sur le territoire de Guyenne, la couronne de France voulait récupérer cette place stratégique. Des troupes françaises composées de milliers d'hommes ont assiégé la ville par voie terrestre et fluviale en mai 1451. Elles sont parvenues à la reddition des Anglais en donnant l'assaut à l'issue de 13 jours de combat. Cette reconquête a inauguré toute une série de victoires françaises en Guyenne, couronnées par le succès de la bataille de Castillon en 1453, qui a mis un terme à la guerre. Sous le règne de Louis XIV, l'idée s'est imposée de créer un système défensif pour verrouiller l'estuaire à hauteur de Blaye. La vieille ville fortifiée a donc été transformée en une véritable citadelle militaire, entraînant l'expropriation des habitants. Les premières campagnes de travaux, menées à partir du milieu du XVIIe siècle, ont été suivies d'un chantier de modernisation très ambitieux. Il a été mené de 1685 à 89 sous la direction de Vauban, commissaire en chef des fortifications du royaume, et de l'ingénieur royal François Ferry. C'est à cette époque qu'ont été créés les principaux ouvrages défensifs qui structurent l'enceinte du site actuel. Ces nouvelles constructions se composent de 2 bastions monumentaux, des saillies de murailles en forme de flèche, 2 demi-bastions et 3 demi-lunes, ainsi que l'on nomme ces avancées défensives triangulaires. Elles englobent et recouvrent des éléments plus anciens, comme le boulevard de l'ancien château, incorporé dans l'un des bastions. L'ancienne ville haute a été entièrement occupée par la citadelle. Mais pour former un véritable verrou sur la Gironde, il fallait établir des fortifications de part et d'autre du fleuve, ici large de plus de 3 km. C'est pourquoi Vauban a fait bâtir le fort Médoc sur la rive gauche et le fort Patay sur l'île dite de Saint-Simon au centre de l'estuaire, entre Blaye et le fort Médoc. Ce dernier a la forme d'un trapèze avec des bastions aux angles et une demi-lune côté terre, le tout ceinturé de douves. Quant au fort insulaire, il s'agit d'une tour crénelée de forme ovoïde, basse et massive, d'où son nom de Patay. On accède par un pont-levis à une porte surmontée d'une bretèche pour pénétrer dans un long couloir de tir périphérique. Au sommet de la tour, la plateforme est équipée d'un petit corps de garde dont l'architecture très soignée s'harmonise avec les ouvrages de Blaye et de Fort Médoc. L'ornementation des 2 principales portes de Blaye et de la porte du Fort Médoc illustre l'ambition de ces constructions royales. Elles répondent aux critères du classicisme adopté sous Louis XIV, réutilisant les codes de l'architecture antique avec pilastres, tympans, frontons sculptés et parements de pierre soigneusement taillés en bossage. Au milieu du XVIIIe siècle, c'est l'embouchure de l'estuaire qui a été équipée d'un système défensif, avec des batteries de canons installées sur chacune des rives, l'une sur la pointe de Grave au Verdon et l'autre sur la pointe du Chet à Royan. Un autre fort a également été créé en 1807 sur la pointe de Suzac. Peu efficace et rapidement menacée par l'érosion, toutes ces constructions ont été reconstruites et modernisées à plusieurs reprises.
En 1814, la tour modèle voulue par Napoléon au Verdon a été incendiée par les Anglais. Le nouveau fort du Verdon a été bâti entre 1877 et 81. De forme polygonale, il est entouré d'un fossé gardé par 2 caponnières et franchi par un pont-levis. Il est équipé de plusieurs bastions et 7 plateformes d'artillerie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été récupéré par les Allemands qui l'ont rattaché stratégiquement à l'ensemble militaire des Arros, constitué de 20 bunkers construits sur la plage de Soulac-sur-Mer. Cet important dispositif était l'un des éléments du mur de l'Atlantique, qui intégrait aussi d'autres anciens forts, comme celui de Suzac. Malgré la libération de Bordeaux en avril 1944, les soldats allemands ont réussi à maintenir leur position sur l'entrée de la Gironde jusqu'au printemps 1945. En janvier puis en avril 1945, l'aviation alliée a pilonné différents points stratégiques de cette zone encore occupée. Ces bombardements intensifs ont achevé la destruction d'une grande partie de la ville de Royan, au prix de nombreuses vies. Les forts de Suzac et de la Pointe-du-Cher ont également été presque entièrement anéantis. Coordonnés avec des attaques terrestres, ces assauts ont finalement eu raison des forces allemandes qui se sont rendues. Ce fut la fin de la poche de Royan le 18 avril et de la poche du Médoc le 20 avril. Longtemps après la fin du conflit, ce territoire porte encore les stigmates de la guerre. Les nombreux bunkers disséminés dans les dunes et les épaves de navires sabordés qui émergent encore à marée basse sont autant de témoignages de ces violents combats.